Mon invité du jour est Roland Hureau. Il nous présente son ouvrage « La France et l'OTAN en Syrie, le grand fourvoiement ». Il est agrégé d'histoire, essayiste, président du mouvement Mouvance France. Son ouvrage porte sur la Syrie, la guerre en Syrie, mais pas seulement. C'est également une grande synthèse sur la guerre syrienne et les conflits qui peuvent entourer cette guerre. Bonjour Roland Hureau. Pour vous, Bonjour. Est-ce que la guerre en Syrie est finie aujourd'hui ? Elle se termine. Elle se termine. Vous savez, c'est comme quand un feu, quand il est en train de s'éteindre, il y a encore des braises mais il semble qu'il y ait une volonté de Donald Trump de la terminer. En revanche, il y a sûrement des gens qui voudraient la relancer, notamment les Occidentaux qui ont le sentiment très légitime de l'avoir perdue et qui voudraient prendre une revanche. Mais ils ne sont pas en position de force. Il y avait tout le clan Hillary Clinton, il y avait notre président, Emmanuel Macron, qui est allé se plaindre à Washington que les Américains se retiraient de Syrie, qui auraient voulu qu'ils restassent. C'est une défaite américaine, française, de l'OTAN. Qui a perdu cette guerre ? Qui l'a gagnée ? Les Américains et tous ceux qui étaient sur leur ligne. L'idéologie néoconservatrice, et puis la France, la Grande-Bretagne, l'Europe en général. En effet, c'est une défaite retentissante, mais ça fait partie des mensonges qui entourent cette guerre, c'est qu'on ne nous le dit pas et on ne nous le dira pas. Vous évoquez beaucoup cette question du mensonge à travers notamment la guerre médiatique, la propagande anti-Assad, comme vous l'appelez. Comment s'est mis en place finalement cette propagande contre le président syrien ? C'est une guerre qui est... Aujourd'hui, les guerres, plus qu'autrefois, ça a toujours été le cas, mais là on a atteint des hauteurs tout à fait insoupçonnées, ce sont des guerres idéologiques, des guerres de propagande. Et j'avoue que, ayant suivi depuis quelques années, que je m'intéresse à la politique, et quelques décennies même, et à l'histoire, je n'ai jamais vu un tel déchaînement de propagande. Jamais. Et de mensonges. Les mensonges sont de toutes sortes. Vous avez un mensonge s'agissant de la France. On a convaincu la population française que les unités de l'armée française, pas très nombreuses, mais d'élite qui se trouvaient sur le terrain, étaient là pour combattre le terrorisme. Les Américains ont fait des coalitions contre le terrorisme, alors qu'ils étaient alliés des djihadistes. C'est-à-dire que la France, de 2011 à 2018, envoyait des armes, des entraîneurs, et même parfois du commandement, aux groupes djihadistes qui combattaient, qui étaient qualifiés de rebelles contre Bachar el-Assad, mais qui étaient tous des barbus fanatiques et désireux d'instaurer la charia dans ce pays. Et comment expliquer ça, c'est un mensonge dont les Français sont encore victimes. Et puis, vous avez ensuite la diabolisation extrême de Bachar el-Assad, qui était certainement un dictateur assez dur. D'autant plus dur qu'il avait à gérer un pays avec des composantes très hétérogènes. Je dirais que plus les composants d'un pays sont hétérogènes, plus il faut que le pouvoir soit dur s'il veut éviter que le pays n'éclate. Mais l'entreprise de diabolisation va très très au-delà de ce qu'était la réalité de ce régime. Mais au-delà des pouvoirs politiques en place, notamment en France, qui ont été très hostiles très rapidement contre Bachar el-Assad, il y a aussi l'ensemble des médias qui, quasi unanimement, l'ont attaqué. Vous donnez une exception qui est étonnamment François-Olivier Gisbert, qui prendra plus ou moins sa défense à partir d'un rapport. Les journaux dont s'occupe François-Olivier Gisbert ont été dans le courant dominant. Incontestablement. Il lui est arrivé, lui, de faire acte de lucidité sur un point précis, pour rappeler que l'armée syrienne démocratique n'existait pas véritablement, qu'elle était composée de djihadistes. Ça, il l'a fait, mais c'est un grand journaliste qui a pensé que sa réputation serait remise en cause s'il fonçait tête baissée dans le mensonge collectif dans lequel s'est enfermée la majorité de la presse américaine, française, anglaise, allemand. De même, vous avez des journaux allemands qui ont dit aussi des choses qui n'allaient pas dans le sens dominant. Mais globalement, nous avons assisté à une entreprise d'intoxication et de mensonges. Il y a aux États-Unis des cellules auprès du département d'État d'abord, au Pentagone ensuite, qui sont consacrées à la guerre psychologique.
Et cette guerre psychologique ne consiste pas seulement à dire l'adversaire est méchant, l'adversaire est mauvais. Il consiste aussi à inventer des choses fausses. Il y a les fameuses attaques chimiques. Les attaques chimiques. Bon, il y a eu beaucoup d'attaques chimiques. En tous les cas, les 3 principales, celles qui ont donné lieu à des représailles, ou à des gesticulations tendant à imposer des représailles au gouvernement de Bachar el-Assad et à son armée, il y a de très forts doutes sur leur authenticité. Il est très probable que ce sont des manœuvres de djihadistes qui ont voulu impliquer les États-Unis et l'Occident davantage qu'ils n'étaient impliqués pour renverser le sort de la guerre. Vous faites un parallèle d'ailleurs avec les manipulations médiatiques qu'il y a eu en ex-Yougoslavie. Oui, surtout au Koweït. Cette cellule américaine a inventé l'idée que Saddam Hussein, les soldats de Saddam Hussein au Koweït, allaient couper l'électricité des couveuses dans les maternités. C'était un pur mensonge. Mais c'est très bien calculé par de très bons psychologues parce qu'ils se disaient maternité, enfant, vous imaginez des soudards qui rentrent pour faire ça, c'était pour diaboliser au point extrême le régime, qui avait peut-être pas besoin de ça d'ailleurs, parce que c'était un régime très sévère, mais la production de ce genre de mensonges fait partie aujourd'hui de la guerre. Alors j'ajoute que c'est pas seulement une forme moderne de la guerre, c'est qu'il s'agit d'une guerre idéologique. C'est ce que j'ai expliqué. Le point de départ de cette guerre, c'est l'idéologie qui domine les États-Unis, l'Europe occidentale depuis 20-30 ans, que certains appellent une idéologie néoconservatrice, que moi j'appelle libérale impérialiste, parce que comme elle détruit tout sur son passage, je ne vois pas en quoi elle est conservatrice de quoi que ce soit. Et cette idéologie qui a dominé le gouvernement de Washington jusqu'à l'élection de Trump, qui s'en démarque. Les Anglais, les Français, pratiquement tous les Européens, et la Commission de Bruxelles, qui n'a pas été le moins excitée, il faut le savoir. Elle avait un état d'esprit belliciste. Quand on vous dit que l'Europe c'est la paix, il faut regarder à 2 fois. Donc cette idéologie, c'est comme le communisme en Union soviétique, c'est une espèce de possession l'idéologie conduit à une espèce de manichéisme. C'est pas une puissance qui essaie de défendre ses intérêts ou même de les étendre, comme dans une guerre classique. Ce sont des gens qui sont persuadés de faire une espèce de guerre messianique contre le mal. Et le mal, quand ils savent pas où il est, ils trouvent des personnes qui incarnent le mal. Alors, il y a un peu Poutine, mais il y a beaucoup Bachar el-Assad. Et puis, comme il y a vu avant Saddam Hussein, il y en avait eu d'autres. Donc, ils ont besoin, tout ce système a besoin de se présenter comme une lutte du bien contre le mal. Alors, il n'y a aucune concession, il y a une hystérie collective qui ne permet aucune parole dissidente. Toute parole dissidente se trouve marginalisée dans ce système-là. Et donc, vous avez un immense mensonge, ou d'immenses mensonges qui ont été diffusés et divulgués. Aujourd'hui, il y a des gens de bonne foi qui croient que Saddam Hussein, alors qu'il avait pratiquement gagné la guerre autour de Damas, s'amusait parce qu'il était méchant à aller lancer des gaz toxiques sur les bébés. C'était complètement idiot. Et puis ça a été prouvé par des rapports, tout ce qu'il y a de plus officiel, que c'était pas vrai, y compris un rapport qui est sorti récemment sur la dernière attaque qui a eu lieu dans un faubourg assez lointain de Damas, entre les mains des djihadistes, qui s'appelait le faubourg de Douma. Mais avec toutes ces manipulations qu'il y a pu avoir, toute cette offensive médiatique, on a un peu du mal à comprendre en France finalement comment Bachar el-Assad a su tenir face aux États-Unis. Israël, Occident. Bien sûr. Comment il a pu faire face à tout ça ? Je termine en disant, c'est l'immensité de ces mensonges a été une de mes motivations. Parce que j'étais tellement indigné que je me suis senti, après être allé, bien entendu, sur place, le besoin d'écrire. Alors, malgré tout, d'abord, il y avait la Russie derrière lui. Et la Russie, c'est quand même pas un petit partenaire. Et une Russie engagée à fond. Alors que les États-Unis et les Occidentaux ne se sont jamais engagés à fond. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle les groupes djihadistes ont monté ces opérations avec des armes chimiques, dans l'espoir de forcer les Occidentaux, de forcer la main des Occidentaux, de s'engager à fond. Ils l'ont fait d'ailleurs avec la collusion de certains services, secrets ou pas secrets, ou de forces qui se trouvaient en Occident, et qui voulaient aussi que les États-Unis s'engagent à fond. Alors Obama, qui n'est pas un ange non plus, puisque ce prix Nobel de la paix a quand même provoqué 4 guerres, mais lors de l'attaque
prétendu chimique alors du faubourg de la Ghouta, cette fois, Routa, on dit en arabe, qui a eu lieu le 21 août 2013. Il y a une hystérie générale. Il a été pressé, y compris par le président français qui était à l'époque Hollande et son ministre Fabius, de faire un bombardement massif de Damas et d'engager toutes les forces des États-Unis pour gagner la guerre. Il ne l'a pas fait, il a eu la sagesse de ne pas le faire, premièrement parce qu'il savait très certainement, grâce à ces 17 ou 18 services de renseignement, la vérité, il savait qu'il n'y avait pas d'attaque chimique véritable, que c'était des mensonges. Et puis il savait aussi qu'il y avait les Russes qui n'allaient pas se laisser faire, donc il risquait de déclencher une guerre mondiale. Et puis Poutine a eu l'habileté de trouver une porte de sortie en proposant de mettre toutes les armes chimiques sous gelées, de les geler. Alors, pourquoi l'État syrien a résisté? Les États-Unis, au fond, les Américains ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient. Les Occidentaux se sont engagés de manière assez irrationnelle dans cette affaire-là, parce que ce qui est idéologique, c'est souvent irrationnel, parce qu'ils voulaient détruire le gouvernement Bachar el-Assad pour damer le pion à la Russie, et les Israéliens voulaient aussi prendre leur revanche sur un pays qu'ils ne contrôlaient pas, qui était proche de l'Iran, ça c'est très important, et sur le Hezbollah, qui était la principale force militaire du Liban. Mais ils n'avaient pas le droit international avec eux. Le droit international, il était du côté de Bachar el-Assad, président légitime. Ça ne veut pas dire que les gens du pays étaient d'accord avec lui. Ça voulait dire qu'en droit international, il était l'autorité légitime, reconnue par l'ONU. Et donc... Et d'autre part, il ne voulait pas vraiment, voulait-il vraiment avoir des barbus à la tête de la Syrie, à 120 km de Jérusalem? Je crois que personne ne le voulait non plus. Donc ils étaient dans une espèce de schizophrénie. Ils voulaient renverser Bachar al-Assad, ils soutenaient les rebelles, sans vouloir véritablement que ces rebelles prennent le pouvoir. Donc l'Occident n'était pas du tout cohérent. Donc quand vous n'êtes pas cohérent, que vous n'avez pas des objectifs clairs, vous êtes déjà en position de faiblesse. Vous avez ensuite la détermination des Russes, qui avaient là leur dernier point d'appui. Du temps du communisme, ils contrôlaient 6 ou 7 États au Proche-Orient. Ils n'en contrôlaient plus qu'un. Ils avaient une alliance privilégiée qu'avec un seul, qui leur procurait une base à Tartous, au bord de la Méditerranée, la seule base qu'ils avaient dans cette région. Donc ils n'étaient pas prêts à la lâcher. Ils avaient une détermination totale, ce que n'avaient pas les Américains. Mais il y a d'autres facteurs qui ont joué. Le facteur alaouite, la minorité alaouite qui représentait 15% de la population, qui tenait les services secrets, qui tenait l'armée. Si elle abandonnait le pouvoir... C'était la mort. La mort. C'était la mort ou rester et tenir. C'est ce qu'ont pas du tout vu le Quai d'Orsay, ni M. Juppé, ni M. Fabius. Que ceux qui dirigeaient ne pouvaient pas se contenter de se retirer sur la Côte d'Azur avec leurs bénéfices. Ils risquaient la mort du million et demi d'Alaouites, en tous les cas des conditions très difficiles. Mais par derrière ça c'est Manuel Todt qui le souligne, c'est que le gouvernement, tout honni qu'il soit, contrôler les parties les plus avancées, les plus évoluées du pays. C'est-à-dire Damas et Alep, les grandes villes, les régions les plus modernes du pays, et la population, même pas du tout alaouite, même les sunnites de Damas et d'Alep, étaient derrière le gouvernement. Et justement, on a un peu parfois du mal à comprendre ça. Pourquoi les sunnites, justement, soutiennent un gouvernement qui est issu d'une minorité? Je continue. D'autre part, l'État syrien, ce sont les Français qui l'ont construit. Si vous voulez, un État napoléonien, ou jacobin, si vous voulez, construit par les Français à l'époque de la colonisation, à l'époque du mandat, c'est une structure solide, qui a une capacité de résilience que n'auraient pas eu peut-être d'autres États. Et parce que la Syrie est un carrefour de civilisation depuis la plus haute antiquité. C'est là qu'on a inventé l'écriture alphabétique. Et il y a un brassage qui fait que l'islam, même sunnite de cette région, est plutôt, à part dans le fond des campagnes où les djihadistes recrutés, plutôt plus modernes. Vous voyez à Damas, vous voyez que les femmes, la moitié ne sont pas voilées, elles ne sont pas sous un système d'oppression semblable à la charia pure et dure. Elles n'avaient probablement pas, même sunnites, envie de passer sous le contrôle des barbus qui allaient les contraindre de toutes les manières possibles et imaginables. Donc il y a une espèce de modernité dans une partie de la Syrie urbaine, et cette modernité, elle se reconnaissait
dans le gouvernement d'Achar el-Assad. Enfin, ils n'étaient pas contents d'avoir une dictature qui pouvait très souvent donner lieu à des actes arbitraires, à des emprisonnements, y compris de bourgeois ou de bourgeoises de Damas. Mais globalement, le djihadisme que nous avons soutenu, nous, occidentaux, parce que nous avons l'art, et spécialement les États-Unis, soutenir les partis les plus rétrogrades de l'islam, ce djihadisme ne prenait pas dans le noyau dur de la population, y compris sunnite. Vous évoquez aussi dans un chapitre la France qui se renie. En quoi la France, vous faites remonter d'ailleurs ce reniement à très très loin dans l'histoire, est-ce que vous pouvez développer? C'est un désastre moral pour la France. Non seulement un désastre militaire, puisque nous faisons partie de ceux qui ont perdu, même si nous avions engagé moins de billes que les Américains ou les Turcs. Mais la France, depuis qu'on a construit Notre-Dame, enfin depuis la fin des croisades, depuis Saint-Louis, je cite Notre-Dame, puisque nous avons eu aussi une rupture, la première grave traumatisme de cet immense monument national. Mais depuis des siècles et des siècles, la France se sentait tenue et était considérée comme protectrice des chrétiens d'Orient. Alors c'est un pacte multiséculaire qui est affirmé par François Ier, déjà Charles VII, François Ier, Louis XIV, qui signe avec le sultan de Turquie ce qu'on appelle les capitulations. Il ne capitule pas du tout, hein, ça veut dire capitulation, ça veut dire de capitulus, c'est chapitre, hein, une série de chapitres. Et puis, la Révolution française maintient ce lien. Napoléon, qui est allé sur place, et qui a joué à fond, quand il s'est promené au Proche-Orient, de la sympathie spontanée qu'avaient les chrétiens pour la France. Et puis, même dans les heures les plus anticléricales de la Troisième République, ce lien a été maintenu et même renforcé. Le petit père Combes, il chassait les congrégations de France, et si elles allaient s'installer en Syrie ou au Liban, il les subventionnait. C'était pas du tout une attitude aussi simpliste que nous tenterons à le voir. Or, ce pacte, maintenu par Charles de Gaulle, bien entendu, qui connaissait très bien le Liban, qui avait fait une année ou 2 années de carrière, ce pacte a été rompu en 2011, sous Sarkozy, mais également sous Hollande et sous Macron, puisque là, nous avons aidé, non pas les chrétiens d'Orient, mais ceux qui voulaient les massacrer, ceux qui voulaient les éradiquer. Quand vous aviez dans un village à majorité chrétienne, les djihadistes qui arrivaient, avec des armes fournies par l'OTAN, quelquefois avec l'encadrement des entraîneurs fournis par l'OTAN, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient la tête aux chrétiens qui ne voulaient pas se convertir, ils violaient leurs femmes et ils mettaient en esclavage les enfants. Alors, ce sont ces gens-là que nous avons soutenus contre les chrétiens d'Orient, qui ont vu un reniement qu'ils ont très vivement ressenti. Ils ont été extrêmement déçus de la France, mais ils gardent quand même une certaine idée de la France. Ils ont bien compris que nos gouvernements étaient devenus fous, quoi, quelque part. En tous les cas, avaient quitté le sentier de l'histoire, que lui avait dicté l'histoire quant à son attitude vis-à-vis des différentes communautés du Proche-Orient. Alors, le temps passe pour le moment. L'OTAN et ses alliés, après la lecture de votre livre, on voit que l'OTAN et ses alliés se sont un peu cassés les dents en Syrie. Est-ce qu'il va y avoir un match retour en Iran, en quelque sorte, Iran qui est un pays qui a aussi largement contribué à la défaite de Daesh? Moins qu'on ne dit. Hein. Ce qui a été décisif, c'est la Russie et le Hezbollah. L'Iran était présent, mais les Pasdaran étaient peut-être militairement moins efficaces que les deux autres, ou que l'armée syrienne. Mais oui, globalement, c'est un allié de l'Iran qui a gagné. Il y a des gens qui en rêvent, y compris Netanyahou, parce que Netanyahou s'était juré, il y a déjà quelques années, un jour de régler son compte à l'Iran. Aux États-Unis, il y a des gens qui en rêvent, mais ils ne sont pas au pouvoir. Ce sont les gens qui font une guerre quotidienne de résistance au président Trump. Et quant au président Trump, plus il crie fort, moins il a peut-être l'intention de faire la guerre. En réalité, quand vous regardez Trump, qui a des défauts bien entendu, mais alors que son prédécesseur avait mis 4 pays à feu, lui il a déjà mis la Syrie pratiquement en paix, enfin en tout cas très près de la paix, l'Irak très près de la paix. Alors d'autre part, l'Iran c'est 80 millions d'habitants, éduqués,
beaucoup plus éduquées que les moyennes de la région, surtout les femmes. C'est de la montagne. C'est des puissances derrière, qui sont quand même la Russie, la Chine. Bon, les relations entre la Russie et l'Iran sont des relations assez compliquées, mais enfin, je suis pas sûr que la Russie laisserait faire ça. Et d'autre part, des risques fantastiques, parce que s'il y avait ce genre de guerre, vous auriez tout de suite le golfe de Persique qui ne serait plus praticable, vous auriez les prix du pétrole qui monteraient à 200 ou 300 dollars le baril, vous auriez une situation tout à fait inextricable. Alors, je pense qu'ils seront assez prudents quand même. Je pense qu'il y a de la gesticulation. Bon, j'ajoute que les Américains, dans leur politique contradictoire, ont quand même mis les chiites et pratiquement l'Iran au pouvoir en Irak. Parce que la guerre d'Irak de 2003 s'est traduite par l'application du régime démocratique. C'est un homme, une voix. Or, comme 60% des Irakiens, qui n'étaient pas au pouvoir sous Saddam Hussein, mais sont des chiites, mais grâce au suffrage universel, ils ont pris le pouvoir. Et vers qui se sont-ils, tout en étant protégés par les États-Unis, qui les ont mis au pouvoir? Enfin, en tout cas, il y a au moins en apparence des bonnes relations avec les États-Unis. Ils se sont appuyés assez spontanément vers leurs frères chiites qui se trouvaient en Iran. Et donc l'Iran est aujourd'hui beaucoup plus influent en Irak qu'il n'a été dans le passé. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gesticulations, et de part et d'autre d'ailleurs, parce que les Iraniens ont une société qui est en crise, parce que vous avez un contraste extraordinaire entre une population qui aspire à un mode de vie moderne et un régime qui reste très archaïque, à bien des égards, et mal supporté. Simplement, l'antagonisme auquel le réduit la politique américaine, spécialement la politique néoconservatrice, mais aussi celle de Trump, fait que les gens sont obligés de se resserrer les rangs autour de leur gouvernement, ce qui arrange bien le gouvernement iranien. Alors, est-ce que quelqu'un aura la folie de vouloir déclencher cette guerre pour essayer de prendre une revanche? Probablement pas tant que Trump sera là, je n'en sais rien, mais ça serait extrêmement dangereux, et pour la paix mondiale, et peut-être que ça serait une troisième défaite. Ça serait pour être une troisième défaite ou un troisième enlisement. Rien n'est exclu. Donc plutôt non. Plutôt non, oui. Merci beaucoup Roland Hureau. Je rappelle, la France et l'OTAN en Syrie, le grand fourvoiement, c'est une synthèse de la guerre en Syrie, mais aussi dans la région.